Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio ce matin. Vous êtes ingénieur, président de The Shift Project qui accompagne les entreprises dans la naissance dans la contrainte des consommations d'énergie. Vous avez été hier encensé pour avoir contribué à réveiller les consciences, mais aujourd'hui, vous êtes vilipendé pour avoir refusé de voir dans le nucléaire un danger imminent. Et je vais tout simplement vous poser la question avec ce Kinder Bueno que je vais ouvrir et commencer à déguster sur ce plateau. Quand je mange ce Kinder... Non, vous voyez, mais je pense que là, aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment lui faire de la pub au Kinder Bueno, donc on ne va pas forcément me le reprocher. Mais la question, c'est est-ce que quand je mange ce Kinder Bueno ou quand je donne ce Kinder Bueno à mes enfants, je suis plus en danger que si j'habite aux abords d'une centrale nucléaire, en vrai? Alors la formule à laquelle vous faites allusion est une formule que j'ai employée parce que vous savez que dans le genre d'exercice que vous proposez, de temps en temps, il faut trouver des moyens très brefs en temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour essayer d'illustrer quelque chose. Et la formule qui a été employée dans l'émission C'est politique, puisque c'est dimanche soir, hein, vous avez mis feu aux poudres parce que dimanche soir, alors que vous étiez interrogé sur les dangers du nucléaire, vous disiez, et je vous cite, si les centrales sont dangereuses et si on décide de supprimer tout ce qui est dangereux, alors supprimons tout ce qui est dangereux. Les barrages qui provoquent des milliers de morts quand ils cèdent, des usines chimiques, des voitures qui causent des millions de morts par an, et puis finalement, les sucreries comme les Kinder Bueno, voilà ce que vous avez dit, car l'obésité tue beaucoup plus que le nucléaire. 3 millions de personnes par an dans le monde. Et 1,2 million de morts en Europe par an, en effet, voilà. l'obésité. Donc c'était une manière d'illustrer le fait que si on doit regarder ce qui porte atteinte à notre santé, quelle qu'en soit la cause, eh bien, on ne va pas retrouver le nucléaire dans les nuisances qui arrivent en tête. Voilà, c'est un fait. Et je voulais illustrer ça, et dans le feu de la discussion, j'ai pris cet exemple. Vous comprenez que ça ait choqué une partie, notamment des écolos politiques, qui ne comprennent pas votre position? Alors, je vais redire ce que j'ai dit sur le plateau. Je ne considère pas que EELV, pour les nommer, Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui soit dépositaire de la sensibilité de la totalité des gens qui se préoccupent d'environnement. Sinon, il ne ferait pas 4% aux élections, il ferait 80%. Derrière, je vous protège contre les importations, donc il y a du protectionnisme. Je force les gens à changer. Donc justement. Ouais, mais Jean-Marc, c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Parce que c'est quoi l'alternative? Qu'est-ce que c'est que l'alternative? L'alternative, c'est de rouvrir Fessenheim. Pardon, rien sur les voitures. Non, mais ça nous fait 3,5 millions de tonnes de CO2 en moins. Mais 35 millions de bagnoles, 40 millions de tonnes de pétrole, ça suffira pas de rouvrir Fessenheim. Bon, donc la planification, ça nous a quand même pas si mal réussi dans l'après-guerre. Hein. Ça nous. Donc c'est pas simple. Moi, encore une fois, je suis pas en train de dire. Total a raison de faire ce qu'ils font. Je dis juste, on ne peut pas leur dire, c'est vous qui avez toutes les cartes en main, vous êtes maître du monde, et le monde va évoluer juste en fonction de ce que vous décidez vous. Ça, c'est une vision simpliste de la situation. Toutes les choses qui sont du ressort de la puissance publique, et notamment toutes les infrastructures, ça a des pas de temps qui sont très longs, ça dure longtemps. Un système de chemin de fer, un système de route, un système électrique, tout ça, le pas de temps, c'est le siècle. Et vous savez très bien que pendant que nous, on fera ça et on rentrera dans ce champ de contraintes, les Américains ne le feront pas une seconde. Mais je m'en fous des Américains parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire sans que les Américains, sans donner leur avis. Je vais vous donner des exemples. Si on veut éviter un réchauffement supérieur à 1,5 degré en 2100, il nous reste à émettre à peu près un quart de ce que nous avons déjà émis sur le dernier siècle. Donc sur les 80 ans qui viennent, il nous resterait à émettre un quart de ce qu'on a émis sur le dernier siècle, avec une population en moyenne 3 fois plus nombreuse, enfin 2,5 fois plus nombreuse. Ce qui veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, il a le droit, dans un monde qui ne dépasserait pas 1,5 degré en 2100, il a le droit au 10e des émissions que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont eu pendant leur vie. Au 10e. Sachant que le 10e des émissions d'un terrien ordinaire, c'est plutôt le 50e des émissions d'un convive ordinaire à ce dîner. Et moins inclus. Et donc, pour tenir ce budget-là, il faudrait que les émissions planétaires commencent à baisser demain de 7 à 8% par an. Sachant que les ingénieurs ne feront pas les miracles que vous attendez d'eux sur l'efficacité carbone de l'économie, ça veut dire qu'il faudrait organiser dans le monde une récession de 6 à 7% par an à partir de demain matin, tous les ans. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats dans la salle. Donc, il n'y a pas beaucoup de candidats chez les politiques. C'est aussi bête que ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que les 1,5 degrés, on va se les manger dans les 20 ans qui viennent, de façon absolue. Donc ne faites pas de stratégie 1,5 degrés si vous êtes encore en poste dans les 20 ans qui viennent, voilà, parce que sinon il va vous arriver des ennuis.
Et n'en faites pas non plus si vous pensez que vos enfants pourraient vous demander des comptes dans les 20 ans qui viennent, parce que on va se les manger de toute façon, sauf scénario Don't Look Up, guerre thermonucléaire ou pandémie, enfin un peu plus sérieuse que le Covid. Il faut, encore une fois, même avec des émissions qui baisseraient de 7% par an demain matin, on prend quand même 1,5 degré. Et pour les 2 degrés, il faut se contenter, entre guillemets, d'une baisse de 5% par an demain matin, tous les ans. Donc non, on ne fait pas ce qu'il faut pour limiter le réchauffement climatique, et on ne fait pas ce qu'il faut tout simplement parce que la contrepartie qu'il faudrait qu'on accepte, c'est-à-dire une contraction à partir de maintenant structurelle de notre consommation matérielle, je dis bien une contraction structurelle, pour le moment, la population n'a pas envie de s'y résoudre, et les dirigeants encore moins que les autres, pour une raison assez simple, c'est que le pouvoir et l'argent donnent l'illusion de la protection contre l'adversité. Donc, j'ai envie de dire, les gens qui sont dans cette salle, encore moins que les autres, à cause de cet élément extrêmement normal, animal presque, qui est que, encore une fois, le pouvoir et l'argent protègent de l'adversité. C'est pas très engageant tout ça quand même. Alors si on vous m'avez demandé de dire ce que je pensais, donc je vous dis ce que je pense. Y a-t-il une autre alternative à organiser une récession carabinée dans les 20 ans qui viennent? Non. Pour lancer la conversation, peut-être très rapidement, chacun en 30 secondes, 1 minute, que vous inspire, que mettez-vous derrière cette phrase, le développement de la finance profite-t-il à l'économie? Ah, je pensais qu'on avait censuré l'écologie. Je ne vois pas de raison d'opposer la finance à l'économie. C'est-à-dire que la finance fait partie de l'économie. La finance, c'est une partie des acteurs, une partie des personnes morales qui font partie de l'économie, qui captent une partie de la valeur ajoutée. Donc la question sous-jacente pour moi, c'est est-ce que la part de valeur ajoutée qu'elle capte est à la mesure des services qu'elle rend au système dans son ensemble? On peut longuement en discuter. En kayak de mer. Kayak de mer, vous y êtes allé, non? Qui a été une déception, mais est-ce que ces grands-messes finalement ne sont pas vouées aujourd'hui à décevoir? Parce que pas en avion. En kayak de mer, parce que pas en avion, à la COP27. Est-ce que... alors la COP, ça ne peut pas régler le problème à notre place. Donc c'est pas la peine d'y aller pour le savoir. On peut le savoir en restant en France. Ça ne peut pas régler le problème à notre place pour une raison très simple, c'est que les enceintes onusiennes sont des enceintes qui sont remontantes et où tous décident à l'unanimité. Donc je vais prendre un exemple qui vous parlera sûrement, parce que je pense que ça concerne beaucoup d'entre vous dans cette salle. Imaginez que vous soyez tous dans cette salle une assemblée de copropriétaires. Imaginez que ce que je vous donne le matin, c'est le programme de travaux de l'hôtel dans lequel nous sommes. Sauf que, en fait, c'est juste le thème. Il n'y a personne pour vous faire une proposition. Chacun rentre dans la salle en disant « moi je pense qu'il faut faire ça ». Chacun a une voix indépendamment du fait que vous soyez propriétaire d'un placard à balai ou du penthouse du dernier étage. Et par contre, les charges que vous allez payer sont proportionnelles à la surface que vous détenez. Et il faut que vous vous mettiez d'accord à l'unanimité dans la journée sur un programme de travaux, chacun ayant amené le matin sa proposition, sans syndic, sans président, sans rien, sans personne pour faire des arbitrages. Quelle est la probabilité que vous y arriviez dans la journée? Nulle. De ce qu'il faudrait faire. Alors, je vous réponds 2 ou 3 choses. La première, c'est que si tout le monde raisonne comme ça, on attend que ce soit des chocs externes qui s'occupent de résoudre. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on a l'infinité du temps devant nous. Moi, je vais reprendre ma casquette de bad cop. Il faut bien comprendre qu'on est dans une course contre la montre, que les conséquences du réchauffement climatique, on commence déjà à les voir se manifester, que les conséquences du stress sur les sources, on commence déjà localement à en voir certaines se manifester, et globalement, ça va augmenter. Donc, c'est pas comme si on pouvait dire ne faisons rien et on garde le monde actuel, ou on transpire et c'est vraiment très désagréable. Non, si on fait rien, on va beaucoup transpirer. D'accord ? Sauf qu'on le fera d'une manière qui ne sera pas gérée, donc on va se prendre des baffes auxquelles on ne saura pas nécessairement comment réagir. Du logement, c'est le chauffage. À quel point, dans toutes ces économies à faire, dans ce bouleversement de notre mode de vie à faire, il y a une part de responsabilité des pouvoirs publics et des citoyens. Je reprends l'exemple du transport. Vous dites c'est le premier poste d'émission en France. 80% des gens qui sont dépendants de leur voiture, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ici, les trains sont très peu développés au quotidien et il y a très peu de transports en commun. À quel point le citoyen est responsable et les pouvoirs publics ont leur part à faire ?
Alors, tout le monde a eu une part de responsabilité si on prend cet exemple. Les premiers à avoir une part de responsabilité, c'est les élus locaux aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est eux qui font les documents d'urbanisme, et c'est eux qui ont autorisé, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire la construction massive d'habitations dans des endroits dans lesquels, de toute façon, vous n'aurez jamais de transport en commun. Parce que la densité... Il y a une règle dans le monde des transports en commun qu'on peut citer, c'est que à partir de 100 habitants par hectare, à Paris vous êtes à 150 de mémoire, vous pouvez faire du transport ferré. À partir de 20 habitants par hectare, vous pouvez faire du bus. En dessous, vous faites rien. Donc c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, un coup je te ferme un réacteur, un coup je te dis quand même c'est vachement bien ce que vous faites, etc. On ne peut pas faire des choses sérieuses dans ce genre de contexte. Donc tant que des gens pour se faire élire penseront qu'ils peuvent troquer leur droit d'aînesse nucléaire contre un plat de lentilles électorales, on n'ira jamais nulle part. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un conflit ? Alors à ce moment, le vrai problème, c'est est-ce que l'accident, enfin la vraie question, c'est est-ce que l'accident va rajouter de façon massive des dommages par rapport aux dommages du conflit ? C'est ça la question. Donc la question, c'est s'il y a un accident à Zaporijjia, est-ce que ça change significativement le bilan de la guerre en Ukraine ? Et la réponse est malheureusement non. Là, le shale oil est à l'arrêt, c'est-à-dire que les plateformes de forage ont été divisées par 4 depuis mars. Ça repart pas, là. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça repart pas. Et à partir du moment où le shale oil va s'arrêter de croître, simplement s'arrêter de croître, le monde entier entre en déclin pétrolier structurel. Et c'est pas une année, il y aura beaucoup moins de pétrole. On s'en fout. Non, parce que le pétrole, c'est les machines, et les machines, c'est le PIB. Donc ça veut dire... On a besoin de moins en moins de pétrole, année après année, avec les gains d'efficacité qu'on fait, avec la digitalisation des systèmes. Combien consomme votre voiture ? Pas beaucoup, justement, c'est ces voitures dont vous rêvez, là, vous voyez. J'en sais rien, en fait. C1, combien elle consomme, la petite C1, là Bon, 5 litres au 100. Ouais. Bon, moi, j'ai appris à conduire dans une 2 chevaux. Vous savez combien elle consommait 5 litres au 100. 5 litres au 100. C'est ça, elle était très légère. Sauf que donc, en fait, on a affecté les gains d'efficacité énergétique pas du tout à baisser la consommation des voitures. On a rajouté des airbags, des portières plus épaisses, l'autoradio, les papouilles dans le cou, etc. Et maintenant, les bagnoles font 1,5 tonne, alors que quand j'ai appris à conduire, elle faisait 500 kilos. Donc l'efficacité... Elle tue beaucoup moins quand même, juste en passant. Ça dépend comment... Votre 2 chevaux, à mon avis, prenait moins le choc que... Ouais, enfin globalement, les voitures consomment beaucoup plus de pétrole, donc elles font faire beaucoup plus de changements climatiques, donc elles tueront beaucoup plus. Ah oui. Il y a une question qu'on n'a pas abordée avec vous, Jean-Marc Jancovici, ce matin, c'est celle de la démographie. On sera bientôt 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faudra se poser la question de la limitation des naissances ? La nature n'acceptera pas, exactement la planète Terre, n'acceptera pas qu'on ait 10 milliards d'habitants sur Terre, ad vitam aeternam, vivant comme aujourd'hui, puisqu'on a dépassé 6 limites planétaires déjà. Donc la seule question, c'est comment va se faire la régulation. Ou bien on essaye de la gérer au moins mal nous-mêmes, ou bien ça se fera de manière spontanée par des pandémies, des famines et des conflits qui favoriseront ces 2 modes de régulation. Donc la réponse est oui. Il faudra, si on veut éviter des catastrophes, il faudra le faire nous-mêmes. Donc oui, il vaudrait mieux s'en occuper et il vaudrait mieux en discuter, même si c'est un débat difficile. Il faudrait le faire nous-mêmes en France. Puisque j'ai le micro, je vais m'imposer. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Edouard, je suis ingénieur en mécanique et sociologue. J'ai grandi dans les années 80, je ne pense pas être le seul dans la salle. Et dans les années 80, on entendait souvent dans les cours de récréation une blague qui n'était pas la plus courte et pas la plus drôle, mais qui m'a marqué. Et cette blague disait qu'est-ce qu'un monde idéal ? Alors, le monde idéal, c'était un monde où les Anglais faisaient les blagues, les Français faisaient la cuisine. L'amour, peut-être. Ou l'amour. Les Italiens faisaient la mode et les Allemands faisaient les voitures. Et donc ensuite, on disait quel est l'enfer, quelle est la définition de l'enfer. Les Allemands faisaient l'humour, les Anglais faisaient la cuisine, les Français, etc. Donc je pense que cette blague, je ne dois pas être le seul dans la salle à la connaître, sinon mon introduction tombe à plat, évidemment. Donc j'espère qu'elle ne tombe pas trop à plat. J'ai la chance ou la malchance pour les écologistes forcenés, car ça va entraîner de la pollution. J'ai la chance d'habiter sur 3 pays et donc de pouvoir comparer à l'échelle intra-européenne ce qu'ils font de très bien et ce qu'ils font de très mal. Et donc là, je vais un petit peu m'interroger sur votre recherche un peu idéologique d'une solution pan-européenne ou trans-européenne, alors qu'en réalité, on a à l'échelle intra-européenne, entre chaque pays, des choses qui font très bien et des choses qui font très mal. Donc là, je suis un petit peu abstrait. Exemple très simple. Je suis arrivé d'Italie il y a 2 heures. J'ai une maison en Italie. L'Italie fait une chose très bien, c'est le kilomètre zéro. Je vais au supermarché, il est évident sur chaque produit, pas seulement made in Italy, mais kilomètre zéro. Ce concombre, cette aubergine
n'a pas fait plus de 10 ou 20 km avant d'être sur le vol. Et en revanche, l'Italie fait très mal autre chose. Comme par exemple le fait qu'ils n'éteignent pas la lumière dans les immeubles. Tous les immeubles sont éclairés 24/24. Il n'y a pas le timer. J'ai également une maison en Espagne. Tous les immeubles... Non mais ça va intéresser M. Jancovici parce qu'il cherche le moyen d'imposer par la tyrannie la rénovation des immeubles. En Espagne, le contrôle technique est obligatoire pour les immeubles. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre un appartement si vous ne montrez pas le contrôle technique de l'immeuble. Un petit peu comme en France, on a le contrôle technique des autos. En Espagne, il y a le contrôle technique de l'immeuble. Voilà. Donc, on pourrait l'utiliser, par exemple, comme un outil pour justement faire passer la rénovation. Donc, je suis d'accord qu'il faut faire confluer une politique pan-européenne, etc. Mais aujourd'hui, pourquoi, au lieu d'envoyer M. Jancovici avec son bâton le pèlerin entre Bruxelles et Francfort, ne donnerait-on pas à chaque pays européen sur ce qu'il sait faire de mieux une mission d'évangélisation en disant voilà, moi je sais faire le kilomètre zéro, je suis l'Italie, je sais faire le kilomètre zéro, j'ai 6 mois pour vous apprendre à le faire également, et en revanche, sur ce que je fais de plus mal, je me fais taper sur les doigts. L'Espagne sait faire le contrôle technique des immeubles, eh bien elle a 6 mois pour nous l'apprendre, etc., etc. Cela me paraît un peu une version jacobino-européenne, mais très facile à faire, pas si coûteuse, pas si longue, et je parle de choses qui sont très concrètes, que je vis et que je connais, qui me paraissent pas si compliquées à mettre en œuvre. Elle existait, à mon avis, avant la fin des années 80. Mais alors, le prérequis à ce que vous suggérez, ce qui me semble très bon, enfin, je veux dire, il faut que chacun amène ce qu'il sait faire de bien. Bon. Suppose de passer par la case départ, qui est de se retrouver autour d'un objectif commun. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, qui était peut-être dit maladroitement. Il faut accepter, le prérequis de départ, c'est que l'Europe doit avoir un objectif commun qui a sa propre cohérence. Et par exemple, cet objectif commun, c'est de créer une économie décarbonée. Bon. Si on se dote de cet objectif, ce que vous proposez en devient une déclinaison assez logique, c'est-à-dire chacun va dire moi j'ai une compétence dans tel domaine, donc j'ai envie de la mettre au service de tout le monde, et puis si en plus je pouvais gagner 3 € au passage, ça ferait bien mes affaires. Tant qu'on n'a pas cet objectif en commun et que l'objectif c'est de réduire le déficit budgétaire, vous pouvez y aller, je veux dire, on s'en fout, il n'y a pas de lien entre ça et le fait de laisser la lumière allumée dans l'immeuble pendant la nuit. Donc un petit élément de réponse. Ça, ce que vous proposez, finalement, c'est une déclinaison autour d'un objectif de décarbonation de ce qu'on fait avec Airbus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire un truc en commun, c'est un avion, et puis on va distribuer les tâches en essayant d'avoir quelque chose qui marche ensemble, avec chacun ayant un rôle dans l'histoire. Bon. Je la connaissais, la blague là, sur les Allemands, etc. Moi, je la trouvais assez bonne, en fait. Je ne vois pas pourquoi vous avez dit qu'elle n'était pas bonne. Moi, je la trouvais assez bonne. C'est ça que je voulais donner comme ordre de grandeur de départ. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez qu'il va falloir tout faire. Il va falloir s'occuper de l'agriculture, etc. et de l'avion, effectivement. Votre idée pour vous après, vous, Jean-Marc, votre idée, là, très concrète, pour le monde d'après, à court terme, ce serait quoi ? Alors ça, des idées, j'en ai plein. Il n'y en a pas une qui soit plus importante qu'une autre à partir du moment où on a affaire à un système. Une idée importante, c'est que malheureusement, on va devoir apprendre à vivre en récession. Une idée importante, c'est qu'on va devoir apprendre à faire des choix. Une idée importante, c'est qu'il va falloir que les villes dégonflent. Une idée importante, c'est qu'il va falloir remettre du monde à l'agriculture. Une idée importante, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne à ralentir nos déplacements et à les payer plus cher. Il y a plein d'idées importantes. Donc... parce que quand vous demandez aux Français si l'environnement est quelque chose qui les préoccupe, alors des fois on essaye de classer ça par rapport au chômage, au pouvoir d'achat et autres trucs de ce... En fait, tout est un peu lié. Mais bon. Mais à la sortie notamment de cet été, en effet, la question du dérèglement climatique est une des premières préoccupations des Français. Voilà, vous avez 4 Français sur 5 qui disent oui, effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas 4 Français sur 5 qui ont voté pour M. Jadot. Donc je rappelais juste quelque chose, qui est que ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui l'écologie politique, par la force des choses, ne représente pas la sensibilité de la totalité des gens qui se préoccupent d'environnement. Mais centrale nucléaire, est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon, je voudrais juste qu'on écoute ces mots, dit qu'aujourd'hui il y a un vrai danger avec le nucléaire, il a raison ou pas? On l'écoute. Il faut cesser de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre, parce qu'elle ne l'est pas, et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai
que ce soit une énergie stable, au contraire des éoliennes ou des machines marémotrices, puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre, et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Il faut cesser de mentir aux Français. Qui ment? Vous connaissez la loi de Brandolini? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise en détail. Mais on l'aura toujours ça, enfin, c'est-à-dire il y aura toujours des sources d'énergie. Bah non. Hydrogène, c'est un délire d'ingénieur. Ça n'existe pas à l'état natif de manière significative. Non, mais on peut le créer assez facilement, notamment avec des centrales nucléaires. Le physicien va vous dire que pour obtenir de l'hydrogène, en gros, c'est le premier élément. Électrolyse de l'eau. C'est le premier élément dans l'univers, le plus abondant. Alors, il y a énormément d'hydrogène dans le Soleil, mais même Elon Musk, pour le moment, n'a pas proposé de mettre un gros tuyau. Il n'a pas proposé ça pour le moment. Correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.